Donc, petite précision d'emblée, tous les édifices où on célèbre le culte ne sont pas nécessairement des édifices du culte reconnus comme tels, puisqu'il y a, comme Madame Marchal l'a précisé aussi, chapelles privées et des oratoires non reconnus. En ce qui me concerne, je ne parlerai que des édifices du culte reconnus et qui, à ce titre, méritent des subsides de l'État, des régions, des communautés et des communes. Alors, une grande partie du patrimoine artistique et historique jusqu'au XVIIIe siècle se trouve dans les églises. Et comment ce patrimoine est-il géré? Mais la réponse est générale et d'application, qu'il s'agisse bien sûr de biens classés ou non. Alors, je vous ai fait un grand tableau avec toute la législation. Je serai un petit peu moins théorique que ça. Enfin, comme ça, vous avez une base si vous souhaitez suivre. Donc, la réponse est comment est géré le patrimoine se trouve dans le décret impérial du 30 du 12 1809, bien connu des fabriques d'église. L'article 1 dit « Les fabriques d'église sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d'assurer l'exercice du culte et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir. » C'est globalement ce qu'on appelle la gestion du temporel du culte. Donc, dans notre organisation actuelle, pour le moment, donc seule la reconnaissance du culte lui-même et les traitements et pensions des ministres du culte ressortent encore de la compétence de l'État fédéral. Le reste des compétences en matière de culte a été transféré aux régions en vertu de la loi du 13 juillet 2001. Mais tout ce qui concerne l'organisation du culte catholique, l'essentiel de l'organisation du culte catholique a été conservé dans notre droit belge. Et donc, on se base encore sur les articles, dits articles organiques, de la loi du 18 germinal en 10. Donc, les principes d'organisation. Donc il y a une paroisse dans chaque justice de paix et autant de succursales que le besoin pourra l'exiger. À l'heure actuelle, on ne distingue plus entre paroisses et succursales qui sont considérées comme toutes paroisses au même niveau. C'est l'autorité ecclésiastique qui est seule habilitée à créer, modifier et supprimer les paroisses. Donc la paroisse, c'est la circonscription territoriale reconnue en droit administratif, mais qui n'a pas la personnalité juridique. Elle agit par l'intermédiaire de la fabrique d'église qui, elle, est dotée de la personnalité juridique. Il y a une fabrique d'église par paroisse ou succursale reconnue. Donc actuellement, pour la création-modification d'une paroisse, c'est l'autorité épiscopale qui propose au ministre régional wallon qui, lui, les reconnaît et lui donne sa reconnaissance civile. Donc, les fabriques d'église sont bien les acteurs de proximité dans la gestion du patrimoine religieux. Le fameux décret de 1809 définit leur mission. Moi, j'ai distingué globalement les missions générales des missions que je considère comme annexes ou particulières. Donc, la mission générale, c'est bien sûr assurer l'exercice du culte, c'est-à-dire permettre aux fidèles d'entrer librement dans un édifice, fait en sorte que cet édifice soit en bon état d'entretien, qu'il soit chauffé, accueillant. Ça veut dire prise en charge, bien entendu, des frais du culte, bon, les frais ordinaires, le pain, le vin, l'électricité, également payer le personnel d'église, payer les honoraires des prédicateurs. Autre mission générale, décoration et embellissement intérieur de l'église. Troisième mission générale, bien sûr, et essentiellement l'entretien des bâtiments et du mobilier. Donc ça, c'est les articles qu'on retrouve dans le décret de 1809, que vous voyez là. Je n'ai pas dit, mais il me semble que c'est important de le dire, les fabriques donc sont gestionnaires, qu'elles soient ou non propriétaires des bâtiments de culte. Or, la plupart des bâtiments de culte, en tout cas d'avant la Révolution française, sont considérés en tout cas propriété communale. Dans les missions spécifiques, notons la visite des bâtiments
avec des gens de l'art 2 fois par an. C'est une mission qui incombe au bureau des Marguilliers, qui est l'organe exécutif au sein du Conseil de fabrique. Outre dans ces missions, elle a aussi au niveau des missions particulières au niveau du mobilier. C'est l'établissement de 2 inventaires, un qui concerne les objets nécessaires à l'exercice du culte et l'autre concernant les titres et papiers. Alors c'est bien nécessaire de faire cet inventaire et les fabriques d'église peuvent se reposer notamment sur le répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique qui reprend l'essentiel du mobilier se trouvant dans les églises et qui a d'ailleurs été distribué à toutes les fabriques à l'époque. Actuellement, on peut retrouver ces données sur le site de l'IRPA. Comment les fabriques d'église assurent-elles leur mission? Où trouvent-elles le financement? Eh bien, prioritairement, d'abord, elles utilisent leurs revenus propres. Les revenus qu'elles tirent des locations, de ces immeubles bâtis ou non, de ces placements, des dons, des collectes, du casuel. Et ce n'est pas nécessairement peu, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Au-delà de ces revenus, la fabrique d'église sollicite les subsides communaux. Et les communes sont légalement tenues de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques, non seulement pour les charges ordinaires, les frais du culte stricto sensu, l'entretien, mais également pour les charges extraordinaires, donc les travaux restauration. Le subside ordinaire est normalement versé dès que le compte de la fabrique est approuvé par le collège provincial. Les subsides extraordinaires, eux, sont généralement alloués sur base de la production de factures. Quand on lit l'article du décret relatif aux subsides communaux, cet article laisse supposer que les fabriques n'interviennent pas dans les grosses réparations des édifices du culte. Mais ce n'est pas exact. Je peux vous dire qu'à Liège, il y a quelques exemples bien clairs où les fabriques d'église interviennent même dans des grandes proportions dans les restaurations des objets, du patrimoine immobilier, Saint-Jacques pour ne pas le citer. Donc cette obligation d'intervention de la commune est reprise non seulement dans le décret, mais également à l'article 255, 9e de la loi communale. On notera que quand les subsides régionaux et communautaires peuvent être obtenus, à ce moment-là, ils doivent être préalablement sollicités par la fabrique et dans ce cas, la commune n'intervient plus alors que pour la part restant à financer. Il y a des subsides régionaux et Madame Marchal en a longuement parlé. Moi, je parle d'une manière générale, donc non seulement pour les bâtiments classés, mais pour les bâtiments, je ne sais plus ce que j'ai dit, classés et non classés. Donc pour les bâtiments non classés, il y a des subsides régionaux qui peuvent s'élever jusqu'à 75% du montant des travaux subsidiés. Le dernier programme triennal est de 2010-2012. Pour les bâtiments classés, ça Madame Marchal l'a dit aussi, donc on peut obtenir jusqu'à, c'est 60% en moyenne et les bâtiments classés certains peuvent obtenir jusqu'à 95% de subsides suivant qu'ils sont considérés comme exceptionnels. Alors, un rapide mot sur le fonctionnement d'une fabrique. La fabrique est administrée par un conseil et un bureau, dit bureau des Marguilliers. Le conseil est l'organe délibérant, le bureau des Marguilliers est l'exécutif. Le conseil de fabrique est constitué de 5 membres ou 9 membres élus suivant que la paroisse compte moins de 10 000 habitants ou plus de 10 000 habitants. Il y a également 2 membres de droit, le bourgmestre ou son représentant et le curé. Donc on souligne la présence du bourgmestre comme membre de droit. Ceci résulte des implications financières que peuvent avoir les décisions de fabrique sur le budget communal. Alors j'aime bien et j'insiste sur la notion de bénévolat au sein des conseils de fabrique. Les membres de fabrique sont des bénévoles, mais pas des bénévoles dans le sens de l'application de la loi du 3 juillet 2005 sur le volontariat.
parce qu'en fait, ils représentent directement l'établissement dont ils sont l'organe en conseil. L'activité qu'ils exercent n'est pas au profit d'autrui et, en ce sens, ils n'ont pas droit à être indemnisés sur base de la loi du volontariat. C'est des bénévoles purs et durs. Et je les remercie. Dans le rôle qu'ils exercent dans la gestion du patrimoine, il y a un contrôle, c'est-à-dire que les fabriques d'église sont des entités administratives décentralisées, mais elles jouissent bien sûr d'un pouvoir propre de décision, mais leur autonomie est tempérée par une double tutelle, tutelle de l'autorité civile et tutelle de l'autorité ecclésiastique. C'est une tutelle mixte. Pourquoi? Parce que l'origine de l'institution, les fabriques d'église sont d'abord un établissement ecclésiastique et également, pourquoi une tutelle mixte? En raison de la mission des fabriques d'église. Alors, d'une manière générale, et c'est important et ça a été rappelé dans la note sur la tutelle générale du ministre de la Justice, toute décision d'une fabrique qui est soumise à une tutelle administrative doit au préalable être avisée par l'autorité ecclésiastique, même lorsque cet avis n'est pas prévu légalement. Alors, dans la tutelle, je parlerai d'abord de la tutelle générale. Donc, je ne parle que de la tutelle dans la mesure de la gestion du patrimoine, parce qu'il y a beaucoup plus à dire sur la tutelle. Donc, il y a une tutelle générale en matière de marché public, parce que les fabriques d'église, en tant qu'établissements publics, sont soumises à la législation sur les marchés publics, la législation du 24 décembre 1993. Donc, toutes décisions prises en matière de marché sont soumises à la tutelle générale du gouverneur, après avoir obtenu l'avis de l'autorité diocésaine. Donc, que ce soit l'adoption du cahier des charges, le choix du type de marché, l'attribution, toutes ces décisions doivent être soumises à la tutelle. La tutelle générale du gouverneur s'en tient au contrôle de la légalité et de la conformité à l'intérêt général. La tutelle de l'autorité ecclésiastique, elle, en fait, est beaucoup plus large. Suivant le droit canon, l'article 1276, l'évêque doit veiller avec soin à l'administration de tous les biens appartenant aux personnes juridiques publiques qui lui sont soumises. À travers le pouvoir d'avis qui lui est reconnu, l'autorité diocésaine dispose d'une large faculté d'appréciation. Elle est juge de ce qui convient le mieux à l'exercice du culte aux intérêts de la fabrique. À côté de cette tutelle générale, il y a des tutelles spécifiques, c'est-à-dire qui sont prévues dans un texte et qui sont obligatoires. La tutelle en matière de patrimoine se trouve reprise dans l'arrêté royal du 16 août 1824. Doivent faire l'objet d'une autorisation ministérielle préalable du ministre des pouvoirs locaux, puisque la matière du culte appartient au ministre des pouvoirs locaux, les travaux aux édifices du culte public qui dépassent l'entretien nécessaire à la conservation. Notez bien que cette autorisation s'applique quel que soit le maître d'ouvrage, donc elle ne vise pas que les fabriques, elle vise aussi les communes quand elles sont maîtres d'ouvrage pour des travaux aux édifices du culte. Cela vise bien sûr autant les bâtiments classés que les bâtiments non classés. Ça signifie, lorsqu'on a un dossier de travaux aux bâtiments classés, que le dossier doit suivre une double filière, celle du pouvoir subsidiant, du ministre qui a le patrimoine dans cette attribution, et celle de la tutelle d'autorisation, qui est celle du ministre des pouvoirs locaux. L'autre, ça c'était l'article 2 donc, de l'arrêté royal du 16 août 1824. L'article 5 de ce fameux arrêté royal, lui, prévoit une tutelle en ce qui concerne les objets mobiliers. Donc, toutes les opérations qui concernent transfert, aliénation, disposition d'objets d'art placés dans les églises sont soumises à l'autorisation préalable du ministre des pouvoirs locaux, après toujours avoir obtenu l'avis de l'autorité diocésaine. Alors, il est important de signaler que
et c'est une circulaire du ministère de la Justice du 1953 le rappelait, qu'il n'appartient pas au conseil de fabrique ni au curé de décider quand un objet de culte peut être considéré comme objet d'art. Cette compétence revient au ministre qui a le culte dans ses attributions. L'autorisation de transférer, d'aliéner donc un objet d'art est requise aussi bien dans le cas où les frais de restauration sont couverts par des fonds fournis par des particuliers que dans le cas où les frais sont payés par les fabriques d'église avec ou sans le secours pécuniaire des pouvoirs publics. Donc ce n'est pas parce que les frais sont payés par une source tout à fait privée ou même anonyme qu'il ne faut pas demander d'autorisation. Alors je dois noter l'incidence de la régionalisation en ce qui concerne les objets mobiliers classés. Donc après, c'est une petite note rappel, après la réforme institutionnelle et la régionalisation, la protection des monuments et sites a été confiée à la région wallonne. Mais le patrimoine mobilier est resté de la compétence de la communauté française, maintenant Fédération Wallonie-Bruxelles. La communauté a pris un nouveau décret en date du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Par ce décret, elle organise la protection et la subsidiation des biens culturels mobiliers classés. Donc, on doit considérer que depuis l'application de ce décret, il y a un double contrôle en ce qui concerne les objets d'art placés dans les églises qui sont en plus classés. Donc à la fois l'autorisation du ministre des pouvoirs locaux et la tutelle du ministre de la Culture. Pour information, il y a actuellement une centaine de biens mobiliers classés. Citons la chasse de Saint-Adelin, les fonds baptismaux de Saint-Barthélemy, sarcophage de Crodohara à Mai, le trésor du Gaudoigny par exemple, le buste reliquaire de Saint-Lambert. Mais on peut regretter que la protection organisée par le décret ne concerne que la crème du patrimoine mobilier qui, par sa nature par ailleurs, fait déjà l'objet de grandes attentions. Donc si la situation théorique semble idéale, puisqu'on peut parler d'une gestion responsable et rapprochée des lieux de culte par des bénévoles, avec une intervention non négligeable des fabriques dans la conservation et l'entretien, il y a aussi la suppléance des communes et des pouvoirs publics dans le souci d'assurer la liberté de culte et la maintenance du patrimoine. Puis en théorie, nos bâtiments de culte devraient se présenter comme des lieux d'accueil, lieux de conservation et mise en valeur d'un patrimoine religieux. Et par ailleurs, il y a un contrôle effectif de la tutelle. Évidemment, la réalité est un petit peu moins euphorique puisqu'on constate, hélas, que les églises se vident, qu'elles sont trop souvent fermées en dehors des offices religieux. Le nombre de prêtres diminue, les moyens financiers manquent, les bénévoles se raréfient et se démotivent. La paroisse en ville, en tout cas, n'est plus ressentie nécessairement comme une réalité par les pratiquants qui choisissent d'exercer leur dévotion dans un lieu de leur choix. Les évêques, devant cette situation, tentent par la création des unités pastorales de regrouper les communautés et de rationaliser les services. Mais ceci se fait parfois au détriment de l'occupation des bâtiments cultuels. On constate aussi, hélas, un délabrement du patrimoine religieux mobilier suite au manque de moyens financiers, manque de moyens techniques. Citons encore, et bon, j'enfonce pas les portes, l'individualisme, la perte du sens du sacré, les a priori hostiles au culte catholique, le tout dans une mauvaise conjoncture économique, sont des causes supplémentaires de mise en péril de ce patrimoine. En outre, cette année-ci en particulier, on a été vraiment matraqué systématiquement par la presse et les hommes politiques sur le coup des églises, ce qui finit non seulement par démotiver, mais culpabiliser même
les plus engagés. En particulier au niveau des communes, qu'est-ce que je dois dire, que malgré, parce que ça il faut quand même le dire et le redire, elles sont pour la plupart propriétaires des bâtiments de culte et de leur contenu. Mais beaucoup de communes s'y intéressent peu et n'ont égard qu'à leur intervention financière sans considération du patrimoine. Alors devant la faible pratique et l'ouverture limitée des églises, les communes voient leur intervention financière dans les lieux de culte comme une charge insupportable. En outre, et ça je l'ai constaté à plusieurs reprises, malgré les obligations qui sont les leurs, donc l'obligation de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques, les communes rechignent à allouer les subsides demandés via les budgets fabriciens. Très souvent, les subsides ordinaires sont versés tardivement, rarement avant le 2e trimestre et souvent au 3e trimestre, ce qui empêche les fabriques de fonctionner normalement. Pourquoi aussi les bourgmestres qui sont membres de droit des fabriques et représentant aussi la commune s'abstiennent de prendre part aux délibérations des fabriques. C'est vraiment très fréquent. Par des intérêts. Trop souvent, on invoque la non-occupation des églises par les pratiquants pour justifier le désintérêt vis-à-vis d'un patrimoine commun, le refus de subsidier et parfois même la volonté à peine déguisée de désaffecter ces édifices pour les utiliser à d'autres fins laïques. En ce qui concerne les pouvoirs régionaux, c'est vrai qu'il y a des subsides régionaux, mais ils sont en diminution, que ce soit pour les bâtiments non classés que pour les bâtiments classés, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. En ce qui concerne les bâtiments non classés, c'est vrai que depuis 2010, l'enveloppe spécifique pour les bâtiments de culte a été supprimée. Dès lors, les subsides régionaux ont été globalisés et ils servent majoritairement aux communes pour l'égouttage et les routes. Les bâtiments de culte n'ont quasiment eu aucun programme triennal qui a été accepté pour le plan triennal 2010-2012. En ce qui concerne les bâtiments classés, c'est vrai que pour les fabriques, c'est une difficulté aussi parce qu'ils sont alloués après une procédure particulièrement longue et laborieuse que ceux qui sont ici propriétaires de bâtiments classés connaissent. Et il faut souvent des années avant d'aboutir à la finalisation d'un dossier. La double tutelle applicable dont j'ai parlé lorsqu'on est face à un bâtiment classé, à la fois celle du ministre des pouvoirs locaux et celle du ministre qui a le patrimoine dans cette attribution, sans qu'il y ait de véritable collaboration entre les ministères, rend les procédures très lourdes. Au niveau des fabriques, mais oui, c'est vrai, les membres de conseil de fabriques vieillissent, le renouvellement est parfois difficile dans les villes, les contraintes légales sont tout le temps plus nombreuses et plus strictes. Alors même pour l'établissement des inventaires, qui est en fait important pour le recensement, vérifier l'état de conservation des objets mobiliers, cela pose problème à des personnes qui n'ont pas nécessairement la compétence. Le recollement de ces inventaires ne se fait pas non plus de manière très régulière. Et surtout, l'ouverture des lieux de culte en dehors des offices est très nettement insuffisante. La crainte des dégradations, des vols et de la mise en cause de leurs responsabilités pousse les fabriciens à choisir la fermeture de leur église. Les moyens manquent le plus souvent pour pouvoir engager un sacristain qui assurerait la surveillance. Les dépenses alors relatives à la protection et à la sécurisation sont considérées comme des dépenses non obligatoires pour lesquelles les communes ne doivent pas intervenir. Mais je veux terminer sur une note nettement plus positive. Oui, voilà, ça c'est l'église de Manderfeld. Alors l'avenir, mais bon, Madame Marchel parlait dans le même sens. Nos églises ne sont pas seulement des lieux de culte, elles sont en elles-mêmes un bâtiment représentatif dans la géographie urbaine. Elles sont des lieux de rencontre, un symbole pour la population croyante ou non. Je considère que le problème n'existe pas de l'avenir du bâtiment de culte, là où le patrimoine de qualité est limité. Parce que dans ce cas, les communes, au contraire, s'attellent à conserver et entretenir et mettre en valeur leurs bâtiments de culte. Le problème se pose là où le patrimoine est très important. Dans ce cas, l'affectation religieuse ou non, c'est tout à fait sans incidence.
Je considère aussi que la gestion par les fabriques reste une solution correcte. C'est une gestion proche, en bon père de famille, et c'est gratuit. En outre, la surveillance par les autorités de tutelle, si elles ne règlent pas tout, est un frein à une mauvaise gestion. Il y a des solutions, notamment peut-être la fusion au niveau des fabriques d'églises. C'est une solution proposée souvent à la demande des fabriques, mais qui ne règle pas tout. Mais d'un autre côté, elle permettrait au moins de pouvoir engager du personnel pour un horaire valable. Par exemple, un sacristain qui se répartirait plusieurs lieux de culte. On pourrait aussi engager un organiste ou bien un comptable pour aider les membres des fabriques. Je constate aussi qu'il y a de plus en plus quand même de synergie entre les fabriques et plusieurs communes. Celles-ci faisant alors bénéficier les fabriques de leurs services techniques de travaux. La concertation avec les autorités communales pour l'établissement d'un plan pluriannuel de travaux tend aussi à se systématiser. Donc il faut vraiment multiplier les synergies entre tous les acteurs. Citons aussi, parce que Dieu sait si ça a sauvé parfois de catastrophes, le service de maintenance dont Mme Marchal a parlé au sein de la division du patrimoine, qui permet avec des procédures allégées de faire face à certains travaux d'entretien qui ne mettent pas en cause une restauration de fond. Je considère vraiment que la désaffectation est rarement une solution. Dans ce cas, le bâtiment retourne dans le chef de son propriétaire, mais qui ne dispose pas nécessairement de moyens pour l'entretenir et le restaurer. Les charges restent. Les bâtiments sont sous-utilisés. Et il n'y a plus la gestion rapprochée des bénévoles et plus d'apport financier des fabriques. Seul un projet complètement novateur, susceptible de rapport financier, peut justifier une désaffectation pour raisons financières. L'avenir des lieux de culte, ça c'est l'église de Herve avec son clocher d'or. Donc c'est quand même un symbole là pour la population, ils y tiennent très fort. Ça c'est l'église de Pepinster, si je ne me trompe, oui, un bel exemple. Et voilà encore, c'est dans la même église, c'est l'organisation d'une exposition. Donc c'est bien organisé, c'est mise en valeur, permet à la fois de découvrir un patrimoine culturel dans un bâtiment cultuel. L'avenir de nos lieux de culte passe incontestablement par leur ouverture et une utilisation plus large qui respecte leur affectation première. Cela a été dit, je crois qu'on le dira encore beaucoup aujourd'hui. De nombreux cas existent, toutes les manifestations culturelles, concerts, expositions artistiques, dépôts de livres, conférences, cohabitent sans problème avec le culte. Les évêques de Belgique sont favorables à toute utilisation des lieux de culte compatibles avec leur affectation cultuelle première. L'exploitation touristique des lieux de culte est possible, à condition de respecter le culte et les personnes qui le pratiquent. Il faut impérativement que les églises soient réappropriées par la population. Dans cet objectif, des initiatives naissent et on en parlera encore aujourd'hui. La Fondation Église ouverte, par exemple, qui a la volonté de stimuler les paroisses, de rendre les lieux de culte plus ouverts et accueillants. N'oublions pas quand même aussi l'importance du bénévolat qui reste vraiment très actif dans le monde catholique. Et pour conclure, je dirais qu'il faut la reconnaissance objective de ce patrimoine collectif associé à un partenariat accru avec les pouvoirs publics et les communes en particulier permettrait sans doute de faire plus avec les mêmes moyens. Le patrimoine religieux, classé ou non, en ce qui me concerne, mérite qu'on lui attribue le financement nécessaire à sa conservation. Notre responsabilité collective est engagée dans la sauvegarde de ce patrimoine. C'est l'intérieur de Saint-Barthélemy à Liège, oui, qui veut terminer d'être restauré. Et alors, bon, rappeler que nos églises doivent être ouvertes et que c'est important d'en être bien conscient et de faire tout ce qu'on peut pour leur donner vie. Une église qui n'est pas ouverte, c'est une église qui n'a pas de vie.